Bonjour ou rebonjour pour ceux qui nous rejoignent de nouveau sur cette seconde journée de la Cloud Week. Aujourd'hui et tout de suite, nous allons entamer la deuxième table ronde avec un sujet qui, vous allez voir, est d'extrême importance puisqu'on va parler des régulations européennes sur les plateformes et le cloud. Donc voilà un domaine qui est extrêmement important avec trois témoins qui de nouveau attestent de la qualité de cet événement. Mais avant, je vais vous constater que nous sommes en studio, nous respectons les distances, donc on va en profiter pour retirer le masque. Et ainsi, on pourra à la fois plus facilement vous parler et vous pourrez mieux nous voir. Merci. Alors, trois témoins donc, pour cette nouvelle table ronde. Le premier qui est à mes côtés donc, est Henri Dagrin. Vous êtes secrétaire général du SIGREF. Délégué général. Délégué général du SIGREF. Non, là ça y est, j'ai commis l'erreur. Et du coup, là, je sens que je vais me prendre pour 2 ans. Ensuite, nous avons à distance, alors je ne sais pas lequel va apparaître en tête, nous avons Francisco Mignerans, qui est Cloud Infrastructure Service Provider in Europe. Vous vous présenterez tout à l'heure. Et Laurent Godefroy, qui est, donc vous êtes avocat auprès du cabinet Gide. Tout à fait. Voilà. Alors, bon, on va peut-être se présenter tout de suite. Vous allez tout de suite réparer mon erreur. Henri, présentez-nous le SIGREF pour ceux qui, j'imagine, il y en a peut-être quelques-uns qui nous écoutent, qui ne savent pas ce qu'est le SIGREF. Alors le SIGREF, dont je suis délégué général, est une association loi de 1901 qui représente les grandes entreprises françaises et les grandes administrations publiques françaises utilisatrices de solutions et services numériques, et notamment de cloud. Le SIGREF ne représente donc que les grands utilisateurs, les grands comptes utilisateurs, et nous les accompagnons dans toute leur réflexion collective pour réussir le pari numérique qui, de manière plus prégnante chaque année, les confronte à leur compétitivité. Tout à fait. Francisco, en plus pour une fois, vous n'êtes pas à Bruxelles, vous êtes en France, je crois. Non, bonjour d'abord, bonjour, ravi d'être avec vous. Je suis à Bruxelles, j'aurais souhaité être en France, mais c'est compliqué de se rendre sur place à Paris. Donc, je suis le secrétaire général de CISP, Francisco Mignerans. Ça peut vous aider pour prononcer le nom correctement, c'est pas toujours facile. Et ravi d'être sur le plateau. On représente des fournisseurs de services cloud, infrastructure, mais aussi SaaS et autres. Essentiellement européens, essentiellement basés en Europe, dans 14 pays de l'Union européenne. On a une trentaine d'entreprises et essentiellement fournissant des services B2B, donc aux utilisateurs entreprises eux-mêmes, industriels. Voilà. Tout à fait. Alors, il faut que je fasse attention. À ma droite, c'est le délégué régional et à distance, c'est le secrétaire général. Voilà. Bien. Et puis, Laurent Godefroy. Laurent, je vous rassure, votre mère peut être satisfaite. Vous passez très bien à la télé. Merci beaucoup, Yves. Merci. C'est effectivement moi qui suis en France, à Cognac, donc dans un endroit privilégié avec d'autres clients magnifique. En ce qui me concerne, je suis spécialisé en droit de la concurrence, basé au bureau de Bruxelles et associé du cabinet Gide depuis un certain nombre d'années. Je me suis spécialisé dans les dossiers à l'encontre des gatekeepers, notion dont on va reparler brièvement dans quelques instants. Et je suis plus particulièrement les innovations législatives de la commissaire et de la Commission européenne en matière de DMA et de DSA, parce que ce sont des textes qui vont révolutionner le fonctionnement de nos marchés, en particulier le marché du cloud. Et voilà, j'aimerais dire quelques mots à ces sujets aujourd'hui. Ravi d'être avec vous, quand bien même ce soit à distance. Écoutez, ravi également que vous soyez avec nous. Alors, je vous propose, avant de lancer le débat, de voir une courte vidéo. Donc, écoutez, je lance le message à la régie. Vous pouvez lancer la vidéo et puis on l'évoquera après et on rentrera dans le débat. Aujourd'hui, les organisations de toute taille veulent être numériques. Toutes recherchent la flexibilité, les opportunités de transformation et la capacité de croissance qu'apporte le cloud. Trop souvent, leur parcours vers le cloud est contrarié par des conditions de licence logicielle déloyales imposées par certains éditeurs de logiciels historiques voulant contrôler les voies empruntées par leurs clients.
Les licences logicielles déloyales de certains éditeurs de logiciels rendent difficile le choix de la meilleure voie vers le cloud. Ils offrent des solutions inadaptées et des chemins vers le cloud tortueux qui freinent la croissance et limitent les opportunités sans répondre réellement aux besoins des organisations. Certains éditeurs bien implantés lient l'usage de leurs logiciels et leurs offres de cloud afin de créer une situation de verrouillage de leurs clients, ce qui peut entraîner des surcoûts par la suite. Une fois leur logiciel de cloud adopté, il est difficile et coûteux de migrer vers une solution cloud alternative ou de transférer ces données ailleurs. Les entreprises deviennent ainsi dépendantes de leurs fournisseurs historiques de logiciels. Certains droits de licence augmentent de manière disproportionnée par rapport à la croissance du business de l'entreprise cliente. Le client affecte alors une part grandissante de ses ressources vers le paiement de licences logicielles au détriment de son innovation. Le client devient alors dépendant de l'éditeur de logiciels pour assurer sa propre innovation au détriment de l'écosystème. Certains éditeurs de logiciels historiques utilisent toutes sortes de pratiques pour créer et entretenir une dépendance. L'adoption de principes pour l'octroi de licences logicielles équitables aidera les organisations de tout type et de toute taille à s'affranchir de cette dépendance. Travaillons ensemble pour mettre fin aux pratiques de licences logicielles déloyales et assurons à tous l'accès à un cloud innovant, durable et équitable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fairsoftware.cloud. Écoutez, merci pour cette vidéo. Eh bien, pour en savoir plus, je vais me tourner vers vous, Francisco. Vous pouvez nous commenter cette vidéo? Je vous ai vu sourire parfois. Oui, c'est le skyline très familier de la ville américaine de Seattle qui apparaît en background. Ville très connue d'ailleurs pour la présence d'entreprises comme Starbucks. Et voilà, simplement, je pensais à mon café et j'avais envie de rire. Ces principes, on les a annoncés conjointement avec SIGREF, donc conjointement avec nos clients, en date du 13 avril. Et dans le contexte de ces développements législatifs qui ont lieu à Bruxelles, notamment autour du DMA, du Digital Market Act, peut-être je demanderai à Laurent de nous expliquer comment on traduit ça en français, mais on a constaté, nous, fournisseurs et les entreprises membres de CISP et nos clients, que certains éditeurs de logiciels historiques avaient importé des pratiques de licensing problématiques dans le monde de l'offline ou du on-premise, comme on appelle ça, qui les importaient de façon systématique et volontaire dans le cloud pour finalement verrouiller leurs relations avec des entreprises déjà clientes lorsque ces entreprises transitent vers le cloud. Et donc, on a voulu à l'occasion de la proposition de DMA et pour aider à ouvrir un débat de façon positive, on a avec nos partenaires du SIGREF, on a annoncé ces 10 principes, proposé ces 10 principes qui sont censés faciliter la transition et l'octroi de licences logicielles équitables pour tous les clients qui utilisent le cloud. Donc ça, c'est la raison pour laquelle, et je vous remercie d'avoir bien voulu passer cette vidéo. C'est la raison pour laquelle on a annoncé, à peu près en simultané du DMA, ces principes pour l'octroi de licence logicielle équitable. Peut-être que Henri voudrait rebondir là-dessus aussi, puisqu'ils ont été associés au lancement. Henri. Oui, merci Yves, merci Francisco, effectivement pour cette introduction en partant de la charte des 10 principes pour l'usage loyal et équitable de licences logicielles dans le cloud. C'est en effet important parce que depuis de nombreuses années, le SIGREF dénonce à travers ses travaux qui s'inscrivent dans le cadre d'un club qui s'appelle le Club Relations Fournisseurs, où on entretient des relations avec les principaux fournisseurs de nos adhérents pour y traiter des irritants, et ces irritants sont nombreux. Et depuis plusieurs années, nous dénonçons ces pratiques qui sont déloyales de vendeur lock-in, de ventes liées, de pratiques contractuelles qui peuvent apparaître contestables, d'audits agressifs. Mais nous pensons que aujourd'hui, les travaux que nous menions
ne sont pas suffisants pour traiter ces problèmes. Et donc, nous avons aujourd'hui deux voies. Une voie de contrainte à travers le DMA, et on y reviendra, et pour nous, c'est particulièrement important. Nous avons tout un travail que nous avons engagé justement pour faire en sorte que le DMA permette, par la régulation ex-ante dont nous reparlerons, de lutter contre ces pratiques déloyales sur le marché du cloud notamment. Mais nous avons également voulu privilégier une autre voie, celle d'une démarche positive, à travers cette charte des 10 principes pour l'usage loyal et équitable des licences logicielles dans le cloud, pour proposer aux fournisseurs de nos adhérents des pratiques qui permettent de faire en sorte que le marché du cloud en Europe soit un marché équilibré. Et cet équilibre, il est absolument essentiel pour le dynamisme du marché du cloud en Europe. Ne nous y trompons pas, le cloud n'est pas un sous-domaine du marché numérique. C'est celui qui va aujourd'hui, dès aujourd'hui et demain plus encore, commander tous les autres. Bien entendu, la donnée, la valorisation de la donnée, l'intelligence artificielle, mais c'est demain, c'est la 5G, la 6G, c'est le calcul intensif, c'est même le quantum computing vont se développer dans les environnements qui sont proposés par le cloud. Donc le cloud, c'est vraiment la technologie numérique, l'ensemble, c'est le marché qui va commander tous les autres. Et si nous ne sommes pas capables en Europe de retrouver une force de maîtrise, d'équilibre sur ce marché, demain, tous les autres marchés seront à la main de quelques opérateurs mondiaux et qui préempteront l'ensemble de ce marché. Et ça, eh bien, il faut que collectivement nous puissions nous organiser pour faire en sorte que l'Europe maîtrise ses dépendances sur ce marché du cloud pour aujourd'hui, mais plus encore pour demain, quand on regarde les trajectoires d'évolution de ce marché du cloud sur les 10 ans qui viennent. Merci Henri. D'où la nécessité de réguler, et c'est le sujet de notre débat tout de suite. Alors, je vais me tourner maintenant vers vous, Laurent. On a plusieurs fois évoqué le Digital Market Act, le DMA, et également le Digital Service Act, mais vous allez nous expliquer, qui semble être un peu moins important, mais qui est également présent. Laurent, vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? En ce qui me concerne, il s'agit, compte tenu de mon expérience passée, d'un texte, le DMA en particulier, qui est particulièrement révolutionnaire. Pour quelle raison? Parce que pour la première fois, au niveau européen, vous avez eu une décision de s'attaquer, comme je le disais tout à l'heure, à ce qu'on appelle les gatekeepers. Et cette notion de gatekeeper a été définie. Elle concerne un acteur qui a premièrement un impact significatif sur le marché intérieur, deuxièmement qui sert de passerelle importante aux utilisateurs professionnels pour atteindre des clients, et troisièmement qui a une position bien établie et durable. Et si vous avez entendu les déclarations de la commissaire Vestager à l'occasion de la sortie de ce texte, elle a indiqué la chose suivante qui fait parfaitement sens. It is easy to imagine how the combination of those three criteria can give gatekeepers an unfair advantage on a given service, ce qui fait écho à ce qui vient d'être dit, je dirais aussi sur le marché du cloud. Donc, révolutionnaire parce qu'on s'attaque aux gatekeepers, révolutionnaire aussi parce qu'on va imposer à ces gatekeepers pour la première fois une législation ex ante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, contrairement à ma pratique habituelle qui est d'agir à l'encontre des gatekeepers une fois qu'ils ont commis un abus, ici, vous allez être dans une situation où les prescriptions du DMA vont imposer aux gatekeepers de se comporter d'une certaine manière avant et pour éviter qu'ils commettent des abus. Et donc, nous sommes dans une situation tout à fait différente de la situation juridique classique, où il faut souvent de nombreuses années avant d'avoir une décision de la Commission européenne qui constate des abus et les sanctionne. Ici, l'objectif de ce texte, et c'est pour ça qu'il est révolutionnaire, c'est de prévenir ces abus. Et la raison de la charte qui a été évoquée, s'agissant du cloud computing, c'est de donner, je dirais, les critères essentiels à la Commission européenne et au reste du marché, là encore, pour faire en sorte que ces abus ne se matérialisent pas et que le cloud puisse rester un environnement le plus ouvert possible qui facilite la concurrence.
Le troisième élément pour lequel je pense que ce texte est révolutionnaire, c'est que c'est une innovation au niveau mondial. Personne d'autre l'a encore fait. Et là, il faut, je dirais, reconnaître au commissaire Thierry Breton et à la commissaire Vestager, puisqu'on critique souvent la Commission européenne, j'en profite pour les saluer et les remercier d'avoir le courage de lancer cette initiative qui, je l'espère et je le pense, va faire des petits dans d'autres juridictions au niveau mondial, tant le texte a été bien pensé et tant on se rend compte maintenant au niveau mondial qu'il est nécessaire d'agir, et ce sera le cas sur le secteur du cloud, bien entendu. Voilà, Yves, pour mon entrée en matière sur mes premières pensées sur ce texte. Merci, on reviendra vers vous tout à l'heure. Francisco, en quoi le DMA est important pour vous et pour vos adhérents? Écoutez, comme l'expliquait très bien Laurent, les voies classiques du droit de la concurrence sont parfois tortueuses, très coûteuses et longues. Le DMA est une forme de, je dirais, raccourci qui met en place un mécanisme directement fait sur mesure pour les contrôleurs d'accès, c'est le terme, les plateformes structurantes, comme certains les appellent en France, les GAFAM. Et ce mécanisme permet de lutter contre des pratiques qui sont extrêmement dommageables, à la fois pour les fournisseurs. Moi, je vois des entreprises européennes de cloud qui sont qui sont disqualifiées parce que des grands éditeurs de logiciels font des offres liées, ou même l'infrastructure cloud, par exemple, est donnée gratuitement si l'entreprise utilise les services de bureautique, l'informatique de bureautique du contrôleur d'accès. On voit des clients qui ont acheté des licences pour les utiliser sur leur centre de données, qui sont pénalisés, qui doivent racheter ou payer des 2 fois, 3 fois le prix de ces licences pour les mettre sur le cloud. Et s'ils veulent les mettre sur un cloud qui est plus efficace, qui a une meilleure efficacité énergétique, mais qui est simplement pas le cloud de l'éditeur de logiciel, là encore pénalisé. Pénalisé quand on veut transférer les données clients d'un service à un autre. Donc toutes ces pratiques-là, si on va attendre 5 ou 8 ans sans vouloir être négatif par rapport aux procédures actuelles du droit de la concurrence, eh bien, dans ce temps-là, le contrôleur d'accès, l'éditeur de logiciel historique aura étouffé la concurrence, ce qui est effectivement un problème, puisque comme le rappelait Henri, toute notre économie va être basée sur des infrastructures cloud, qu'il s'agisse de la 5G, de la 6G, du edge computing, de l'Internet des objets, tout ça sera sur des infrastructures cloud. Si aujourd'hui, des grands éditeurs de logiciels historiques empêchent la concurrence de fonctionner sur le marché du cloud en appliquant ces pratiques déloyales de licensing, eh bien, demain, très rapidement, comme le craint le SIGREF, on se retrouvera dans une situation de quasi-monopole, avec pas d'entreprises européennes parce qu'elles auront été écartées dans les prochaines années du marché, et un choix qui est tout à fait limité à quelques contrôleurs d'accès essentiellement non européens. Donc voilà, on veut qu'il y ait une concurrence, et maintenant le DMA, c'est le moment unique, c'est l'opportunité innovante que nous offre la Commission européenne de dire non, là on ne peut pas faire ça, et le fonctionnement de ce mécanisme doit être beaucoup plus rapide que les procédures actuelles, traditionnelles du droit de la concurrence. On doit pouvoir dire à un éditeur de logiciel contrôleur d'accès, stop, vous arrêtez ça tout de suite, sinon non seulement vous êtes à l'amende, mais on peut éventuellement même demander des remèdes assez importants, comme des dissolutions d'entreprises, séparation de business unit, etc. Donc, c'est les mêmes remèdes très, très forts du droit de la concurrence, mais appliqués sur le critère contrôleur d'accès appliquant une pratique injuste. Mmh. Oui, merci. Alors, je vais peut-être compléter ce que dit Yves Francisco s'agissant des sanctions. C'est un autre élément fondamental de ce projet de texte. Il s'agit encore d'un projet.
Mais l'aspect sanction est un aspect crucial de tout texte législatif pour qu'il soit efficace. Et comme le soulignait Francisco, il y a dans ce texte des sanctions extrêmement fortes qui sont prévues dans l'hypothèse où la plateforme visée par la législation ex ante ne respecterait pas les obligations ex ante que lui impose ce texte. La première sanction sera une amende possible équivalent à 10% du chiffre d'affaires mondial de la société concernée, ce qui est une sanction potentiellement énorme, puisque je vous rappelle qu'on parle probablement de très grandes entreprises américaines. Et deuxièmement, s'il y a un aspect récurrent dans le non-respect de l'obligation, comme l'a indiqué Francisco, il y a la possibilité de mesures structurelles de sanctions, c'est-à-dire d'obligation peut-être d'aller jusqu'à ce qu'on appelle un unbundling, c'est-à-dire peut-être séparer, je dirais, une partie des gatekeepers, leur obliger à revendre une partie de leur activité, des actifs ou des droits de propriété intellectuelle. Et donc, vous avez ici un texte qui non seulement va fixer des obligations ex ante, mais qui en plus s'assure que ces obligations seront bien respectées sous couvert de sanctions extrêmement fortes. Voilà, Yves, ce que je voulais ajouter en complément de l'intervention de Francisco. Oui, merci. Juste très rapidement, Laurent, est-ce que vous ne craignez pas quand même que le lobbying ne vienne atténuer la portée de ce projet ? C'est une excellente question, Yves. Comme tous les textes législatifs, qui sont des projets et qui ont des importances sur les stratégies business de grandes entreprises, il est évident qu'il va encore y avoir du lobbying sur ce texte. Il y en a déjà eu, c'est évident, et ce qui me rassure, si vous voulez, en voyant la qualité du texte et sa force, comme on vient de le rappeler, c'est que le premier constat qu'on peut faire, c'est que ce lobbying qui est intervenu n'a pas été très successful. Ils n'ont pas réussi, je dirais, à diluer la force des obligations et des sanctions. Maintenant, il faut reconnaître que les prochaines étapes de ce texte, quelles sont-elles ? Aujourd'hui, le texte est devant le Parlement européen qui va prendre position, et puis ce texte va aller au Conseil qui lui-même va prendre position. Le texte va ensuite revenir au Parlement européen qui pourra l'adopter ou encore faire des propositions de modification. Ça veut dire que nous sommes partis sur une durée, je dirais, d'environ 1 an et demi à 2 ans. À mon avis, je peux me tromper, mais à mon avis, ce sera encore 1 an et demi à 2 ans de, je dirais, prise de position du Parlement et du Conseil sur ce texte. Cela étant dit, comme je vous le disais à l'instant, compte tenu de la force de la première proposition et de la prise de conscience au niveau européen de l'importance de mieux se défendre et de mieux préserver un certain nombre de nos marchés, y compris celui du cloud, je suis assez optimiste sur le fait que les tentatives de lobbying qui vont nécessairement intervenir ne devraient pas rencontrer énormément de succès pour diluer la valeur de ce texte. Au contraire, je pense que les entreprises ou les associations ou des entités telles que le CIGREF, qui sont force de proposition pour encore améliorer ce texte et le renforcer, seront probablement mieux entendus dans l'évolution de ce texte que ceux et celles qui essaieront d'en diluer la valeur. C'est ma position, en tout cas je le souhaite. Tout à fait. Merci Laurent. Bon, nous arrivons très rapidement au terme de cette table ronde, hein. Le temps passe très très vite. Henri, le CIGREF a été évoqué plusieurs fois. Le CIGREF s'est clairement engagé dans cette voie. Donc, pour conclusion, expliquez-nous cet engagement. Le CIGREF, effectivement, s'est engagé dans une démarche d'amélioration de ce texte pour répondre aux attentes de nos adhérents. Ils ont tous convaincu qu'effectivement, le DMA est une chance historique de contraindre les grands opérateurs à des pratiques plus loyales, plus responsables. Et donc,
nous avons engagé toute une démarche de rédaction d'un plaidoyer qui a été publié sur le site de la Commission européenne, mais également de dialogue avec les parlementaires, de dialogue avec la Commission, de dialogue avec notamment le secrétariat général pour les affaires européennes qui prépare la présidence française de l'Union européenne et qui fait de ce DMA et de l'adoption du DMA un enjeu majeur de cette présidence française. Et nous avons, à travers cette démarche, 3 objectifs. Le premier, c'est de faire cesser des pratiques qui sont extrêmement contestables et qui sont dommageables pour l'économie européenne. C'est également renforcer la confiance des utilisateurs pour favoriser ce marché du cloud. Parce qu'aujourd'hui, il y a de grandes réticences à aller vers le cloud, justement à cause de ces pratiques déloyales. Donc, renforcer la confiance des utilisateurs par la maîtrise de leur dépendance. Et le texte est absolument essentiel pour permettre à l'économie européenne de maîtriser ses dépendances vis-à-vis des grands opérateurs du cloud. Et enfin, il y a un 3e objectif, c'est celui de renforcer le dynamisme du marché européen du cloud, de faire en sorte que l'Europe soit capable de restaurer ses capacités qui ont été trop longtemps négligées sur ce marché du cloud. Nous espérons que le DMA sera le véhicule principal qui permettra à l'Europe de reconstituer son autonomie stratégique, le terme est à la mode, son autonomie stratégique sur ce marché du cloud qui est si important pour l'avenir de notre économie. Vaste projet stratégique, on l'a bien compris. Je pense qu'on se retrouvera sur la Cloud Week 2022 pour faire le point, puisqu'on espère que les projets auront largement avancé. Oui. Merci messieurs. Avant de conclure, je vous rappelle qu'on va enchaîner avec une autre table ronde, alors différente, mais qui reste dans les stratégies européennes, puisque nous évoquerons les politiques industrielles européennes sur le cloud au travers de Gaia X. Merci à vous.